Je vais vous parler d'UBM dans un contexte un peu moins habituel que l'angle pour donc l'analyse de la périphérie rétinienne. Donc, comme on vient de le voir, l'échographie en mode B utilise des sondes de 10, 15 ou 20 MHz qui vont permettre d'avoir une bonne pénétration des tissus en profondeur et donc plutôt d'analyser le segment postérieur et l'orbite. Et à l'inverse, l'échographie en mode UBM, qu'on appelle aussi échographie de très haute fréquence, utilise des sondes de plus haute fréquence, jusqu'à 50 MHz, ce qui va permettre de majorer la résolution des images, mais le corollaire, c'est une diminution de la pénétration dans les tissus en profondeur. Bien qu'avec le nouvel appareil absolu, avec la sonde UBM, on ait encore amélioré la pénétration. Donc l'UBM classiquement est utilisé pour analyser le segment antérieur et surtout l'angle. Sur ces trois images, il s'agit en fait de la même zone analysée avec trois sondes différentes de fréquence croissante. Et vous voyez que l'augmentation de la fréquence permet d'augmenter la résolution, mais on va aussi réduire le champ analysé et pour l'UBM en bas, analyser essentiellement le segment antérieur. Donc l'examen par UBM permet de très bien imager le segment antérieur, la cornée, l'angle iridocornéen, l'iris, les procès ciliaires et jusqu'à le cristallin et la zonule dans sa globalité. Donc ici sur une coupe axiale du segment antérieur. Et vous voyez que si on pousse un peu, eh bien, on peut avoir également une analyse de l'extrême périphérie rétinienne. L'obtention de ces images va être bien sûr facilitée si l'œil n'est pas trop énophthalme pour avoir un bon accès à la sclère. Et certains secteurs seront plus faciles d'accès, comme le secteur temporal par exemple. Donc, contrairement à l'écho B où on obtient une image de la rétine à l'opposé de la position de la sonde, en UBM, c'est une image par abord direct, c'est-à-dire qu'on explore la rétine qui est située juste en dessous de la sonde. Je vais vous présenter quelques applications de l'UBM donc pour la périphérie rétinienne. Donc tout d'abord les kystes de la pars plana. Donc c'est des petites lésions kystiques qui sont situées en avant de l'ora serrata qu'on peut voir déjà sur l'écho B sous la forme de petites bulles très périphériques. En mode 20 MHz, déjà on voit que la résolution est nettement meilleure. Et vous voyez en UBM qu'on voit très bien ce kyste, son rapport avec la paroi et sa localisation par rapport au procès ciliaire. Ce sont des lésions tout à fait bénignes, souvent découvertes fortuitement et souvent lors des UBM pour l'angle. Les rétinoschisis périphériques, donc ça correspond à un soulèvement, une dilacération au sein des couches rétiniennes. Ils sont souvent de découverte fortuite et très fréquemment localisés en temporal inférieur, souvent bilatéraux. Ce patient avait eu une angiographie pour des plis choriorétiniens et donc on voit le rétinoschisis qui fait un effet masque. En échographie, on voit très bien en mode B le rétinoschisis bilobé. Et en UBM, donc, on peut avoir accès à ce rétinoschisis. On voit que c'est un soulèvement très fin, qui est par ailleurs immobile, contrairement au décollement de rétine. Et on s'assure qu'il n'y a pas de trou au sein de ce soulèvement. Le rétinoschisis peut être également très bulleux. Vous voyez qu'on a ici la hyaloïde postérieure qui est détachée et qui passe dessus. Et ici, c'est un rétinoschisis qu'on peut également avoir accès en UBM. Donc, dans certains cas de rétinoschisis, on peut avoir un doute sur une ouverture au sein du rétinoschisis. Et dans ce cas, donc, on a pu réaliser une UBM qui permet de bien visualiser du coup la rétine soulevée. On a également des petites adhérences vitréennes résiduelles. Vous voyez la haute définition que l'on obtient. Et lorsqu'on fait un balayage, eh bien, on voit une petite ouverture dans le feuillet interne du rétinoschisis. Le feuillet externe, quant à lui, est bien à plat. Donc, il n'y a pas de décollement de rétine. Dans cet autre exemple, un petit rétinoschisis analysé en UBM, et on voit cette fois-ci qu'on a une ouverture au niveau du feuillet externe, la rétine très légèrement soulevée autour, mais un feuillet interne qui n'est pas ouvert. Ici, il s'agissait d'un patient adressé pour bilan de décollement de rétine, un décollement de rétine plan chez un patient boxeur. Et il n'avait pas été retrouvé de déhiscence au fond d'œil. Donc, avant la chirurgie, on a réalisé une échographie. On confirme qu'il y a bien un décollement de rétine plan. En UBM, donc, on voit la limite antérieure du décollement rattachée à l'ora serrata. On voit bien qu'il s'agit de toute la rétine de décoller. Et lorsqu'on balaye, eh bien, on voit en fait une ouverture au niveau de l'ora. Il s'agissait d'une dialyse à l'ora. Et donc, ça a pu orienter le traitement puisque le patient a bénéficié d'une cryo-indentation.
Les patients opérés de décollement de rétine et chez qui on a mis de l'huile de silicone dans l'œil, eh bien, l'analyse du fond d'œil est parfois difficile à l'examen clinique. L'échographie en mode B ne permet pas d'analyser la rétine puisque les ultrasons sont fortement ralentis dans l'huile de silicone et donc on n'obtient pas d'image. Si on veut malgré tout essayer de voir un peu la rétine, on peut faire donc un examen de l'extrême périphérie en UBM. Donc vous voyez ici sur cette coupe, on a le segment antérieur, les procès ciliaires ici. Donc ça, c'est la rétine qui commence. La première ligne hyperéchogène correspond à l'interface entre la bulle de silicone et l'humeur aqueuse. Et ici, donc, on a en fait la rétine qui est décollée. On a une image en coupe transverse. Hein, on voit toujours cette rétine décollée et la bulle de silicone en dessous. Une image de décollement choroïdien. Donc, vous voyez ici, on a comme un dédoublement pariétal, mais beaucoup plus épais. C'est un décollement choroïdien séreux, puisque anéchogène à l'intérieur, chez un patient opéré de chirurgie filtrante. Donc, l'UBM permet de confirmer qu'on a bien un décollement choroïdien qui arrive jusqu'au procès ciliaire en antérieur, donc un décollement cilio-choroïdien qui était par ailleurs annulaire. Et on peut en profiter également pour analyser le site de filtration, visualiser l'iridotomie et la bulle conjonctivale. En ce qui concerne l'analyse de lésions pigmentées, donc quand celles-ci sont très périphériques, donc on les analyse habituellement en écho B. Ici, on visualise le petit épaississement pariétal. Et lorsqu'elles sont très périphériques, elles peuvent être accessibles en UBM, comme pour ce névus très périphérique. Ici, il s'agissait d'une volumineuse lésion très hémorragique. Donc, on ne savait pas si c'était des néovaisseaux périphériques, une tumeur. L'échographie en mode B a permis de voir que la majorité du soulèvement était plutôt exsudatif. Donc, un gros décollement exsudatif sur une lésion ici hyperéchogène qui correspondait à des néovaisseaux choroïdiens périphériques. En UBM, les néovaisseaux étaient trop périphériques pour être accessibles, hein, bien qu'on voit ici leurs limites antérieures, mais ça permet de s'assurer qu'il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes associées. Un autre cas de néovaisseau choroïdien périphérique que l'on voit donc en UBM sous ce petit épaississement. On voit les signes exsudatifs avec le décollement de rétine exsudatif associé. Et en UBM, cette fois-ci, on les visualise très bien sous la forme d'un épaississement bosselé, irrégulier, plutôt hyperéchogène et avec des signes exsudatifs, décollement séreux en bordure. Donc pour finir, l'UBM, c'est une échographie de très haute fréquence qui, grâce à sa haute fréquence, permet d'avoir une bien meilleure résolution que l'échographie en mode B, mais une pénétration un peu plus faible. C'est pour cela qu'elle est limitée à un abord direct et donc le segment antérieur. Mais comme vous le voyez, on peut également analyser la grande périphérie rétinienne lorsque les portions du globe sont accessibles, ce qui permet d'apporter des éléments complémentaires dans toutes les pathologies qui touchent cette portion du globe. Merci beaucoup. L'UBM. L'UBM, maintenant on passe donc dans la version antérieure. Dans nos centres ExploreVision, donc l'an dernier, on a dû recevoir 13 à 14 000 patients pour échographie. Un tiers biométrie en mode B, un tiers exploration du segment postérieur, un tiers UBM, avec notamment le risque d'angle étroit. Et donc là, vous avez compris, on bascule, on prend des sondes de haute fréquence pour aller contrôler le segment antérieur. L'avantage, c'est que l'effet zoom peut être soit très large, avec donc tout le segment antérieur qui nous permet de prendre des mesures, notamment antéro-postérieures, profondeur de champ antérieur et surtout un critère important dans le risque de fermeture de l'angle qu'on arrive à découvrir de plus en plus, c'est la flèche cristallinienne. On sait qu'en fonction du cristallin, en fonction de la position de ce cristallin et de l'âge du patient, on peut avoir des fluctuations et donc une flèche cristallinienne importante est un risque majoré d'avoir une fermeture de l'angle. L'épaisseur du cristallin, c'est aussi un élément à prendre en compte. Vous voyez ici cette épaisseur. Une flèche cristallinienne importante et un gros cristallin basculé vers l'avant, ça peut aboutir à un phénomène de glaucome malin. Et puis après, l'analyse de l'angle plus focalisée, donc dès qu'on zoome un peu plus uniquement sur l'angle, en faisant déplacer la sonde en fonction des différents regards, nous permet de voir des anatomies de l'angle qui sont complètement différentes. Vous voyez ici un angle légèrement ouvert, ici une insertion de l'iris vers l'avant, des procès ciliaires en avant. Tout peut se voir. Tout peut se voir grâce à l'échographie, parce que là, je vous montre quelque chose sur
une image par OCT de très haute résolution où on devine un petit peu le corps ciliaire, mais on ne voit pas vraiment ses limites, et la réponse en échographie UBM. Les appareils, que ce soit OCT ou échographie, nous permettent de mesurer des datas numériques sur l'ouverture de l'angle, mais ces valeurs, lorsque l'angle est étroit, sont en général un petit peu limitées. On peut analyser l'ouverture angulaire en disant que quand c'est moins de 20 degrés d'ouverture, on a un risque de fermeture de l'angle. Sauf que là, avec l'UBM, vous voyez très bien que cet angle paraît ouvert, mais l'éperon scléral est là, et en fait, il y a une synéchie. Et donc, voilà l'apport de l'échographie sur l'analyse de tout ça. Le test essentiel en matière de risque de fermeture de l'angle, il est surtout lié à l'analyse de l'angle sur un certain méridien, lumière allumée dans la pièce, puis le noir fait dans la pièce. Vous voyez ici un exemple d'un méridien avec l'angle étroit, adressé pour suspicion de fermeture de l'angle. On éteint la lumière, regardez, l'angle se ferme, avec ce bombement de l'iris vers l'avant qui témoigne d'un blocage pupillaire. Donc vous avez deux éléments, l'angle est fermé, on a un signe de blocage pupillaire qui va vous faire dire que si vous décidez de faire une iridotomie périphérique, ça risque de marcher probablement. L'autre élément essentiel qui fait qu'on voit beaucoup de patients, c'est l'analyse du mécanisme de la fermeture de l'angle. Avec n'importe quel appareil OCT, vous pourrez voir que l'angle est fermé ou étroit. Par contre, vous ne pourrez pas voir vraiment le mécanisme de fermeture de l'angle. Et là, c'est la force de l'UBM. C'est que ça vous donne non seulement, oui, il y a un risque de fermeture de l'angle, mais ce risque de fermeture de l'angle, il est lié à X, Y ou Z facteurs. Et là, vous voyez, premier élément très fréquent, mécanisme d'iris plateau. Le mécanisme d'iris plateau, on le repère en essayant de voir l'éperon scléral. Vous voyez, si on continue la courbure de la cornée et qu'on trace la courbure de la sclère, l'intersection des deux vous donne l'éperon scléral. La définition d'un mécanisme d'iris plateau, c'est une position antérieure des procès ciliaires par rapport à l'éperon scléral, une fermeture de l'angle et une fermeture du sulcus, qui vous montre que cette puissance musculaire est en train de faire basculer l'iris vers l'avant. Regardez une différence, UBM, échographie. Là, vous voyez bien le contour du procès ciliaire, et le reste, ça bave, c'est des artefacts. Pourtant, ça, c'est l'appareil le plus récent d'OCT de segment antérieur. Vous voyez la force de l'échographie, et c'est ce qui fait que pour des années encore, certainement, on vous montrera des images d'échographie. Mécanisme d'iris plateau, sur ce patient-là, vous le voyez, c'est complet. Sur ce patient-là, on a une position très nettement antérieure, mais l'angle ne se ferme pas. Donc on peut dire que déjà chez ce patient qui nous est adressé pour un angle étroit, il n'y a pas de risque vraiment de fermeture de l'angle tout de suite. Par contre, il y a une position nettement antérieure des procès ciliaires. Que va devenir cet angle quand la flèche rissalinienne se sera majorée? Donc ça veut dire que ce patient, il faut le surveiller. Et puis, il y a d'autres diagnostics différentiels de la fermeture de l'angle. Il n'y a pas que le mécanisme d'iris plateau. Il y a ce qu'on voit maintenant de façon très régulière, c'est l'insertion antérieure de la racine de l'iris. Vous voyez, là, il n'y a pas de mécanisme d'iris plateau. Vous voyez une position normale des procès ciliaires. Par contre, vous avez l'angle qui est fermé, l'éperon scléral est là. Et vous avez une insertion très antérieure de la racine de l'iris que l'on va présenter donc lundi dans un travail que l'on a fait pour quantifier cette insertion antérieure de la racine de l'iris en prenant comme repère l'éperon scléral et la limite postérieure de l'épithélium irien. Quand vous mesurez cette distance qui est très étroite, vous voyez très bien que l'humeur aqueuse ne peut pas s'échapper par là. Et vous voyez que quand on a cette position-là, on est quand même beaucoup plus tranquille. Donc ça, c'est encore un critère supplémentaire. Et de temps en temps, les patients nous sont adressés pour « tiens, il y a une fermeture de l'angle sur un endroit ». Vous faites l'OCT, vous voyez cette fermeture de l'angle ou cette rétrécissement de l'angle, et puis rien derrière. L'échographie va vous montrer un kyste tout simple, tout banal. Par contre, parfois, l'échographie vous dit tiens, il y a des kystes partout. Et là, ça a une valeur de fort diagnostic différentiel pour dire ce n'est pas un mécanisme d'iris plateau. Parce que cliniquement, en faisant la gonioscopie dynamique, on va dire c'est un iris plateau. Eh bien non, ce n'est pas un mécanisme d'iris plateau, c'est une polykystose. Et en plus, ça va vous donner, tiens, dans tel secteur, il n'y a pas de kyste, je peux faire une IP dans un endroit qui n'est pas concerné par les kystes. Et puis de temps en temps, la force de l'échographie, c'est ça. Tiens, j'ai une voussure de l'iris, bon, ça doit être un kyste. Là, d'accord. Regardez ici, c'est une tumeur. Regardez la différence UBM-OCT. Là, vous avez un épaississement du corps ciliaire. Eh bien, vous n'arrivez pas à délimiter. Et nous, la force de l'échographie, c'est qu'on travaille depuis très longtemps avec Curie, avec les 15-20. C'est que l'échographie permet à la fois de faire un diagnostic, d'identifier la lésion et surtout de la mesurer. Parce qu'à l'heure des traitements conservateurs, l'élément de référence, ça va être la mesure échographique d'une tumeur, qu'elle soit du segment postérieur ou au niveau ciliaire, pour suivre l'évolution sous traitement.
Après, on a évidemment appliqué un traitement qu'on a choisi sur telle ou telle géométrie d'angle avec les différentes techniques. Regardez comment l'imagerie peut nous aider à voir si une iridotomie périphérique est fonctionnelle. Regardez cette iridotomie, elle est large, elle paraît fonctionnelle. Celle-là est plus étroite, mais si on regarde ici, elle paraît aussi avoir percé l'iris. Eh bien, vous avez un deuxième critère qu'il faut toujours regarder sur l'image. Regardez l'iris après cette iridotomie, il est devenu tout rectiligne. Regardez celui-ci, il cambre encore vers l'avant. Donc là, vous pouvez dire qu'on a fait une tentative d'iridotomie. Elle vous paraît peut-être pas trop mal en lampe à fente, mais elle n'est pas suffisante parce qu'il y a encore un phénomène de blocage pupillaire. De temps en temps, on a des patients qu'on nous adresse en disant « Écoute, je ne comprends pas, j'ai fait une iridotomie, elle me paraît très bien, mais l'angle reste fermé. » Eh bien là, regardez ce qui se passe pour ce patient. C'est fermé, ça c'est les 4 méridiens non principaux. On fait toujours une analyse 4 méridiens, midi, 6 heures, 3 heures, 9 heures, parce qu'il y a des publications qui vous disent « Voilà, j'ai traité cet iris plateau parce que l'angle est fermé, on vous montre une belle image sur 3 heures ou sur 9 heures, qui est toujours plus simple à obtenir. Oui, mais si l'angle est ouvert sur les autres méridiens, on n'avait peut-être pas forcément besoin de traiter. » Là, ça reste fermé partout. L'iridotomie est de bonne qualité, transfixiante. L'iris est bien rectiligne. Il n'y a plus de blocage pupillaire. Mais vous comprenez bien que la bascule du corps ciliaire vers l'avant vous montre un mécanisme d'iris plateau qui n'a pas été résolu par l'iridotomie périphérique. Donc, on vous dit parfois, le traitement de l'iridotomie périphérique, le traitement du mécanisme d'iris plateau, c'est l'iridoplastie. Super. L'iridoplastie, c'est on va brûler l'iris pour l'amincir. Regardez. On amincit l'iris et ça permet de réouvrir l'angle. Regardez d'autres exemples. Ici, oui, on a aminci l'iris. Ah oui, mais le fond de l'angle reste fermé. Et là, encore pire. Vous voyez, on a traité ici, mais là, non. Alors, on voit souvent des iridoplasties qui sont appliquées ici. Ça ne sert à rien. Une iridoplastie, il faut cramer l'iris assez fort et il faut cramer l'iris à la racine pour pouvoir avoir un espoir de traiter. Et de temps en temps, je vous ai montré tout à l'heure des polykystoses iridociliaires. Regardez, quand vous faites une iridotomie sur des kystes, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas décompresser le blocage pupillaire. Et puis l'autre élément important de l'échographie, c'est d'aller analyser le fonctionnement des sites de chirurgie filtrante. Vous avez ici une trabéculectomie et ici une sclérectomie profonde où on peut aller voir les systèmes de blocage. Et de temps en temps, avec les angles largement ouverts comme le glaucome pigmentaire, vous voyez la réponse en OCT et en UBM de avant traitement et après traitement par laser. Voilà, donc vous voyez que l'échographie et notamment l'abord UBM d'un angle étroit et des tumeurs nous permet vraiment d'être exceptionnellement placés pour donner des réponses à des questions qu'on se pose avec la clinique et qui n'ont pas toujours de bonnes solutions. Merci beaucoup.